Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec l'outillage Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va occuper ces jours-ci. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi pour nos auditeurs, mais tu sais, quand on arrive dans le dernier droit avant les grandes vacances, là, mai, juin, c'est des mois où est-ce qu'on cherche à finaliser beaucoup de choses. Donc, c'est un peu comme une fin de sprint, si je ferais un petit parallèle avec ce qu'on peut vivre à plus petite échelle quand on fait du Scrum. Ah, tu prends des vacances, toi? Ben oui, il faut s'en prendre, sinon, faut prendre soin de sa santé. Si on prend pas soin de sa santé, autant physique que mentale, pas capable de travailler à moyen long terme. Hein? Effectivement, effectivement. En tout cas, personnellement, moi, je recommande à tout le monde. Les vacances, c'est quand même pas quelque chose de... C'est pas un luxe. Guy, Oui. quelque chose de nouveau de ton côté? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, présentement? Je suis en train de créer une version de ma formation Docker et Kubernetes sur Google Cloud Platform. Mm-hmm. Alors, je bosse un petit peu là-dessus ces temps-ci, puis je devrais, si tout va bien, d'ici la fin juin, là, avant les vacances, être capable de publier cette version-ci. OK. Aujourd'hui, nous, on reçoit comme invité Vincent Biret. Bonjour Vincent. Bonjour Mario, bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Bien et vous? Oui. Vincent, écoute, tu sais, on te connaît depuis plusieurs années maintenant, parce que premièrement, c'est pas la première fois que tu fais un podcast avec nous, Oui. mais à l'époque, le premier podcast que tu as fait avec nous, tu travaillais pas chez Microsoft, là, tu l'avais fait, je pense, avec, à l'époque, tu avais le titre de MVP. Oui. Donc, et là, ça remonte à... Ouf! J'avais regardé avant de me connecter sur le show là, et ça remonte à 2017, donc c'était il y a 5 ans. Ah, ça va vite, hein? Ah, ça va très très vite. Hein. Analyse statique de code avec SonarQube. Ouais, que j'utilise d'ailleurs toujours dans le projet dont je vais vous parler tout de suite là. Mm-hmm. J'utilise toujours SonarQube pour mon analyse de code. Donc, comme quoi, c'est un outil qui a bien perduré dans le temps. Tout à fait. Donc toi, essentiellement, ton rôle aujourd'hui chez Microsoft, t'es un développeur, puis tu travailles. Explique-nous qu'est-ce que tu fais chez Microsoft. Ça va être beaucoup plus clair que ce que je pourrais en dire. Oui, pas de souci. Moi, je suis développeur dans l'équipe des expériences clients du Microsoft Graph. Donc ça, c'est l'équipe qui se charge de publier tout ce qui sont les SDK, donc le SDK en .NET, en Java, en JavaScript, etc. Mais on publie aussi d'autres outils tels que le Graph Explorer, dont Joël a parlé la dernière fois quand il est passé, et d'autres outils dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on fait aussi de la télémétrie et de l'instrumentalisation pour l'interne, mais c'est principalement ça qu'on fait. Et puis pour rappel, pour les auditeurs qui connaissent pas ce que c'est le Microsoft Graph, c'est l'API centrale de Microsoft pour aller chercher les données dans Azure AD, dans Microsoft 365, dans Windows, dans Intune, un seul jeton d'authentification, les permissions qui marchent de la même manière et accès à toutes ces données à un point centralisé. Mm-hmm. Puis, ça fait combien d'années maintenant que tu as rejoint Microsoft? Ça va faire 2 ans et demi dans quelques semaines. Et est-ce que initialement tu avais immigré à Seattle ou tu as toujours resté à Montréal? Oui, non, je suis toujours à Montréal. Ça fera dans 2 mois, ça fera 10 ans que je suis à Montréal maintenant, et je travaille à distance depuis Montréal avec cette équipe. Il m'avait demandé de me déplacer à Seattle, mais ça me tentait un peu moins. Je préférais rester à Montréal. Puis je dirais que aujourd'hui, suite à la pandémie, ça va être encore plus facile de pouvoir travailler à distance parce que toi, tu avais été engagé avant la pandémie, donc on était encore dans un modèle où est-ce que
on voulait que les gens soient forcément tout le temps au bureau, mais là, c'est plus la réalité. C'est vrai que ça a facilité un peu les choses. Il y avait une grosse culture de bureau chez Microsoft, surtout pour les gens qui étaient à Redmond, qui est juste à côté de Seattle, c'est là qu'est le bureau central de Microsoft. Et donc c'était beaucoup de gens qui se parlaient dans les couloirs, qui faisaient des réunions dans les salles de réunion, qui des fois oubliaient de se connecter au bridge, etc. Et la pandémie, bon, avec tous les malheurs que ça a amené évidemment, mais il y a eu quand même quelques points positifs où ça a changé la culture de bureau de Microsoft, où les gens maintenant sont beaucoup plus à distance, ce qui facilite beaucoup les choses pour pour ceux comme moi ou comme d'autres qui travaillent à distance. Et parce que maintenant on est de plus en plus à distance, en fait, le recrutement aussi a changé. Avant, ils recrutaient énormément dans ce qu'ils appelaient les centres de développement et d'excellence. Donc, il y en a un à Redmond, je crois qu'il y en a un en Irlande, je crois qu'il y en a un en Chine et un au Kenya aussi, si je dis pas de bêtises, et en Inde aussi peut-être. Il y en a un à Vancouver aussi, au Canada. Oui, mais ça c'est pour les visas qu'ils ont pas eu, ça. Mais blague à part, oui, effectivement, il y en a aussi un à Vancouver. Et ils recrutaient énormément dans ces centres de développement-là pour des gens qui sont présents au bureau. Ça, c'était avant la pandémie. Maintenant, ils recrutent partout dans le monde. Et en fait, mon équipe allait passer de majoritairement des gens à Redmond et au Kenya. Et maintenant, il y a donc toujours des gens à Redmond et au Kenya, mais on a aussi des gens au Mexique, au Costa Rica, au Brésil, au Canada pour moi, et à d'autres places dans le monde aussi. Donc ça a beaucoup changé la culture d'entreprise aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais, je vais te mettre un peu sur la sellette, est-ce que tu dirais que c'est pour le mieux, ou à mesure où tu n'as pas connu le modèle précédent, c'est difficile de faire un comparatif peut-être? J'ai connu le modèle précédent pendant 2-3 mois et c'est pas beaucoup d'expérience, mais ça m'a fait une grosse différence quand tout le monde a été obligé à passer à distance. Alors les premiers mois c'était la panique, comme pour tout le monde. Mon avis personnel, c'est que c'est mieux, dans le sens où si tu fais du travail à distance, et que deux, tu travailles de manière asynchrone, ce qui est une composante clé, il faut pas forcer les gens qui sont sur un time zone différent à rester sur des meetings jusqu'à minuit et demi, ça c'est pas productif pour qui que ce soit. Mais si tu travailles de manière asynchrone et de manière efficace, en fait ça libère du temps à tout le monde. En fait, il y a plein d'affaires qu'on fait des meetings, maintenant c'est des discussions sur les channels dans Teams. Ça fait que t'es plus ton quotidien n'est plus lié au meeting ou moins lié à des meetings toute la journée, et fait que du coup, si tu as besoin, par exemple aujourd'hui là je suis allé déposer un retour produit, donc un colis dans un point de dépôt pour qu'il parte se faire réparer, et j'ai juste pris 20 minutes pour aller au point, le déposer et revenir, et puis j'ai fait ça en pleine journée, ça a dérangé personne, puis j'adapte ma journée quoi. Mm-hmm. Et ça me permet, tu sais, quand t'enlèves le commute le matin, le commute le soir, que tu as soit les tâches de la maison que tu fais en arrière-plan, ou soit ces petites tâches-là que tu fais aussi en arrière-plan. En fait, sur ta journée, tu gagnes des demi-heures par-ci, des demi-heures par-là, et tu gagnes des heures de ta journée sans pour autant réduire ta productivité. Et ça, c'est gagnant pour tout le monde, quoi, parce que toi, t'es moins fatigué, t'es plus heureux, ça se ressent dans ta productivité, elle est meilleure, et tout le monde est plus content au final, quoi. Mais c'est mon avis personnel, encore une fois. Puis, mais il faut quand, tu sais, ce modèle-là, il est positif, mais j'imagine qu'il faut quand même aussi prévoir quelques moments dans l'année où est-ce qu'il y a des points de contact pour rencontrer en personne là, tes confrères, consoeurs, là. C'est très important, je suis d'accord avec toi. Et puis prendre ces moments-là, pas pour faire du quotidien, mais pour faire vraiment des activités de team building et d'apprendre à se connaître. Et notamment la semaine prochaine, j'ai mon premier on-site où on va aller amener toutes les ressources à Redmond, et on a plein d'activités qui sont prévues pour toute l'équipe du Graph. Et il y a des gens, ça fait plus de 2 ans que je travaille avec eux, que je les ai jamais vus en personne, et ça va faire du bien de rencontrer les gens. Tu sais, il va y avoir les réactions typiques de je pensais qu'il ou elle était plus grand, ou je pensais qu'il ou elle était plus petit, tu sais, tous ces choses là que parce qu'on est assis et qu'on est face à la caméra, tu sais, on voit pas forcément, mais là on va pouvoir vraiment rencontrer les gens et puis apprendre à les connaître tout simplement, quoi. Et je pense que c'est aussi important pour les équipes, mais il faut les faire pour les bonnes raisons, pas parce que tu es forcé d'aller au bureau, mais parce que justement tu veux voir le monde et que tu as prévu des activités qui font du sens, quoi. Puis, tu nous as contacté, puis on va inviter nos auditeurs. Tu sais, des auditeurs qui aimeraient discuter d'un sujet avec nous. Vous n'hésitez pas, vous envoyez un courriel. C'est ce que tu as fait en disant « Hey, j'aimerais ça vous parler de Kyoto. » Oui. Puis ça tombait en plein dans quelque chose qui est fort intéressant pour des développeurs. Donc, c'était comme
c'est un gros oui. Donc, tu sais, si on ferait tu nous as parlé du graphe, Kyoto, c'est quoi la relation avec Microsoft Graph? Alors, le graphe, faut comprendre que c'est énorme comme API. On a, je crois que la big boss du graphe, qui est Yina Arenas, qui a fondé le graphe il y a 6 ou 7 ans maintenant, a envoyé un mail en interne il y a quelques semaines en disant on a plusieurs milliers de endpoints maintenant en production, nous, notre travail en tant qu'équipe qui fait les SDK, c'est d'avoir des SDK qui sont non seulement bien et bons à utiliser, mais en plus qui sont à jour. Si je te donne un très bon SDK, mais qu'il est en arrière, enfin qu'il a pas tous les endpoints que tu voudrais avoir, toi, en tant qu'utilisateur du SDK, tu vas me dire non mais bon, il est bien ton SDK, mais il manque plein d'affaires et ça va te frustrer, ce qui sera bien normal. Et donc nous, pour atteindre cet objectif-là, on a besoin de générer du code. En fait, on n'a pas la capacité de bâtir tous ces SDK manuellement. En fait, il y a une portion qu'on bâtit manuellement pour toutes les choses du type j'ai rencontré une erreur transiente, je vais réessayer, ou bien je vais gérer l'authentification. Toutes ces choses-là, on les bâtit manuellement. Mais après, pour tout ce qui est tous les différents endpoints qui est dans le graphe et l'API avec des méthodes chaînées et les différents modèles et toutes ces choses-là, ça en fait on le génère, et on a besoin d'un générateur non seulement qui est robuste, mais en plus qui permet d'avancer vite et de livrer à la fois des nouveaux langages, mais des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles versions des SDK. En fait, toutes les semaines. Vincent, je t'arrête tout de suite parce que là, tu as expliqué le graphe qui a des c'est un API ou une série d'API qui a des centaines, des milliers de endpoints, donc des méthodes. On peut communiquer directement avec cette API-là. Par contre, ce que tu nous expliques, c'est que Microsoft bâtit des SDK pour différents langages pour s'interfacer sur cette API-là, plutôt que de l'appeler nativement sur l'API REST, j'imagine? Oui, c'est une API REST. Et en fait, c'est un peu comme, je sais pas si tu te souviens, il y a 10 ans, quand on a commencé à nous parler du cloud computing, etc., on a souvent montré un slide avec le modèle de la pizza. Avec tout à gauche, tu avais la pizza que tu fais toi-même. Et c'est comparable pour les SDK. Et donc la pizza que tu fais toi-même pour appeler une API REST, c'est tu prends ton client natif, tu gères l'authentification toi-même, tu gères les erreurs transientes toi-même, tu gères la sérisation, désérialisation toi-même, etc., etc. Et c'est parfaitement valable, hein. Il y a des gens qui disent, avec mes contraintes de projet, moi je vais utiliser mon client natif. Et je veux parler directement HTTP, REST, etc. à l'API qui est Microsoft Graph dans le cas présent. Et ça, c'est parfaitement faisable, c'est juste que ça demande beaucoup de travail. À l'autre extrême du modèle de pizza, là on te donne ta pizza toute livrée, toute faite, t'as juste à la manger, c'est les SDK packagés que nous on fait. Donc on a un SDK pour .NET, on a un SDK pour Java, on a un SDK pour JavaScript, on a Python, PHP, Go, PowerShell, et j'en oublie peut-être un ou deux, et mon boss va pas être content, mais c'est pas grave, on a au moins tous ces langages-là. Et là, donc c'est le SDK pré-packagé qui te permet de dire, je prends le SDK pré-packagé que Microsoft me donne, et je commence à faire mes appels en disant, en .NET, mettons, mon client.me.messages.get async, et là, ça va me donner directement les 100 premiers messages qu'il y a dans la boîte courriel de l'utilisateur courant. J'aurais pas eu à implémenter l'authentification moi-même manuellement, j'aurais pas eu à définir mes modèles, à gérer la sérisation, désérialisation, ni quoi que ce soit. Et après, entre ces deux options que tu peux avoir, on a deux autres options qui existent, où tu pourrais utiliser juste une petite fraction de notre SDK pour juste gérer l'authentification, les erreurs transientes et des trucs de base comme ça, et c'est parfaitement valable aussi. Mais on te donne un client natif qui est préconfiguré pour toi, pour faire des appels comme si tu utilisais le client natif, mais il est augmenté, il est un peu sous stéroïde, il fait plus de choses, comme pour les erreurs transientes ou ce genre d'affaires. Et la quatrième option dont j'ai pas parlé, c'est celle avec Kyoto, dont on va parler par la suite, où tu pourrais générer ton propre SDK, en fin de compte. Donc, il y a un avantage marqué à utiliser un SDK plutôt que de taper directement sur l'API.
Ah oui, ça te permet d'avoir moins de travail à faire, ton code de meilleure qualité, parce qu'il y a des choses que c'est du build or buy, hein. C'est-à-dire que des choses que tu bâtis pas, que tu viens pas acheter, mais t'obtiens gratuitement grâce aux SDK qu'on fournit, et donc t'as pas à t'en occuper, et tu nous délègues la responsabilité en fin de compte. Donc tu vas avoir moins de travail, ça va être de meilleure qualité, tu vas avoir de l'autocomplétion, de la validation par compilation, toutes ces choses-là qui font que ton application sera plus robuste à la fin, quoi. D'accord. Ben, donc là, je comprends que l'avantage de Kyoto, c'est justement de simplifier la programmation. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que chez Microsoft, on a senti... Parce que vous utilisez Kyoto pour créer vos SDK que vous livrez? Oui. Le SDK en Go aujourd'hui, qui était le premier langage qu'on a livré avec Kyoto, qui est encore en preview, mais qui va pas tarder à devenir disponible de manière générale, est généré avec Kyoto. Et on a des previews pour le .NET et pour le TypeScript JavaScript, et bientôt pour Java aussi. On a déjà des SDK qui étaient générés avec un autre outil en interne, mais là, on a des previews pour ces SDK-là qui sont générés avec Kyoto à la place. Et en fait, nous, notre objectif en tant qu'équipe produit pour nos SDK, c'est d'amener tous nos langages à utiliser ce générateur au lieu des anciens générateurs qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est ça, le but initialement, c'était pas forcément de dire on va vous fournir un générateur de code, c'est que c'était un besoin interne que vous aviez. Mm-hmm. Puis, mais il y a un produit que moi je connaissais pas, mais que quand j'expliquais à quelqu'un que j'étais pour faire un podcast sur Kyoto, puis la personne me disait dis donc pourquoi Kyoto? Parce que cette personne-là suit depuis plusieurs années Azure Autorest, qui est essentiellement aussi un générateur de code pour des API REST. Puis lui, il était curieux de savoir, il dit, mais pourquoi ils n'ont pas juste utilisé Azure Autorest pour faire ça? Pourquoi ils ont senti besoin de créer leur propre outil pour générer leur SDK? C'est une très bonne question. Alors, juste avant de parler des deux différents générateurs et de leurs différences fondamentales, faut bien comprendre que ces deux générateurs se reposent sur un standard qui s'appelle OpenAPI et qui est une façon de décrire ton API en disant à telle place, il y a un endpoint, il accepte ça en tant que paramètre de tel type, il va retourner telle réponse, qui va être structurée de telle manière, etc., etc. C'est super prescriptif. Ça permet de bien comprendre ce que ton API elle fait ou ce qu'elle demande. Et c'est un outil, enfin c'est un standard qui est porté par la communauté, qui est implémenté par plein d'outils. Notamment, il y a Swagger qui permet de faire de la documentation automatisée à partir d'OpenAPI. Il y a NSwag qui est un autre générateur de code aussi qui existe. Et il y a tout un tas d'autres outils qui sont là. Il y a tout un écosystème qui est bâti autour de ça. Et donc, pour revenir à Autorest et à Kyoto, qui sont deux générateurs de code basés sur OpenAPI, sur ce standard-là, en fait, on a évalué Autorest et on a utilisé Autorest pour la génération d'un de nos SDK. Le SDK qu'on a généré en utilisant Autorest, qui est PowerShell, donc notre module PowerShell, enfin nos 38 modules PowerShell qu'on génère, sont générés grâce à Autorest aujourd'hui. Et en fait, une des raisons pour laquelle on a décidé de bâtir notre propre générateur de code à partir de documentation OpenAPI, c'est parce que Autorest, il est bâti par l'équipe Azure et il se prête très bien aux API Azure. Les API Azure, elles sont très segmentées, c'est-à-dire que tu vas non seulement avoir peu d'interconnexions, notamment entre les API, je sais pas moi, de Cognitive Services et les API de Blob Storage, mettons. Il n'y aura pas de liaison entre ces deux API-là ou d'imbrication entre les objets que manipulent ces API-là. Et ce sont des API qui sont très, j'ai envie de dire plates, mais je sais que c'est une mauvaise connotation, qui ont pas beaucoup de profondeur dans la manière dont elles sont segmentées. Le graphe, par contre, quand on regarde le graphe, c'est tout l'inverse en fin de compte. Vu que c'est un graphe, tout est lié. Un usager est lié à ses fichiers dans le modèle, qui est lié à ses messages. Les messages sont liés aux pièces jointes, donc tu reviens sur les fichiers. Et puis l'usager il est lié à son boss, puis à ses groupes de sécurité qui ont potentiellement une Teams, qui a encore des fichiers. Et donc on a tout ce modèle qui est non seulement imbriqué, il y a tous ces modèles qui sont liés les uns aux autres.
Et pour parcourir ce graphe, on a des profondeurs d'API assez profondes. En fin de compte, on a des API qui vont prendre juste dans le chemin, dans l'URL, qui vont prendre des fois jusqu'à 4 ou 5 paramètres. Donc vous imaginez le niveau de profondeur que ça génère. Et pour toutes ces raisons-là, on a eu besoin de coder notre propre générateur. On aurait préféré pouvoir utiliser AutoRest et puis dire bon bah voilà, c'est fini, on utilise AutoRest, on fait quelques pull requests pour changer 2-3 choses qui vont pas comme ça nous arrange. Mais eux, ce qu'ils visent comme SDK et comme expérience de développement était très limité par rapport à ce dont nous on avait besoin, et dans beaucoup en fait d'API ont besoin dès qu'il y a un peu de relation entre les différents modèles, les différentes choses qu'il y a dans l'API, quoi. Ouais, puis quand tu utilises l'API d'Azure, le SDK d'Azure, ben tu vas vouloir créer un storage account. Donc, le storage account, lui, il est tout seul, là, il est pas relié à l'API pour créer une VM ou pour créer, je sais pas moi, une fonction, là. Et nous, c'est le problème complètement inverse qu'on a, c'est que tout est lié en fait. Et quand tu veux, alors après, on a eu beaucoup de gens qui nous ont posé la question. Ah, mais pourquoi vous faites pas des morceaux de SDK pour avoir, comme Azure ferait, pour avoir un SDK qui ferait juste le stockage avec OneDrive SharePoint, un SDK qui ferait juste les messages. Et on a exploré cette alternative aussi. Et la difficulté de faire ça, c'est que peu importe comment on coupe notre API, ça va jamais rendre les gens heureux, parce qu'on va prendre des décisions arbitraires qui vont pas forcément correspondre au scénario des gens. Et en plus, en coupant l'API, on va couper des fonctionnalités dans une API parce que ça touche aux fichiers dans les messages et qu'on avait dit qu'on faisait pas les fichiers, donc on a coupé les fichiers. Et en fait, du coup, les gens, quand ils veulent toucher aux fichiers, ils peuvent plus. Ou alors, il faut qu'ils amènent un deuxième SDK qui duplique des affaires, et ça devient vite compliqué. Et donc pour toutes ces raisons, on a amené à bâtir Kyota et à le mettre à disposition non seulement pour nous en interne pour bâtir les SDK qu'on fournit à tout le monde, qu'on fournit qui sont pré-packagés, tu sais, c'est la pizza qui t'est livrée directement chez toi, mais aussi pour te fournir une dernière option dont j'ai pas trop parlé au début, qui est de dire donne-moi une pizza congelée, fait que je peux la mettre au four directement, ça va aller très vite, mais ça sera quand même ma pizza que j'aurais fait moi. Et donc là, c'est une capacité à tous les utilisateurs du Graph ou de n'importe quelle autre API de venir générer un SDK pour une API tierce ou pour le Graph au complet, ou pour un sous-morceau du graphe où ils auront sélectionné les endpoints qui les intéressent, et à partir de ces endpoints qui les intéressent, générer un SDK qui va avec. Mais pourquoi je voudrais faire ça là, dans l'entreprise que je travaille? Je peux utiliser le SDK, ou là tu me donnes une autre option, c'est de créer mon propre SDK. Oui. Ça dépend de quelle application tu es en train de bâtir. Si tu bâtis une API qui vit sur un serveur qui a des téraoctets de stockage et qui déploie pas l'application sur un device client ou quoi que ce soit, si je te donne un SDK qui fait 10 MB, tu me diras ouais, pas de souci, j'ai l'habitude, j'ai peut-être au total 100 MB de dépendance, 10 MB de plus ou de moins, ça me fait pas beaucoup de différence. Par contre, si tu me bâtis une application mobile, une application web de type SPA, ou même une application que tu déploies sur des postes clients, tu sais, sur Mac, Windows ou Linux. Si je te donne 10 MB de dépendance juste pour parler au graphe, tu vas peut-être me dire que c'est un peu trop. Et dans ce cas-là, tu vas peut-être me dire non mais enfin je comprends que tu as un SDK qui couvre tout le graphe et c'est génial, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste les courriels et les fichiers dans OneDrive et c'est tout. Donc je vais me générer mon propre SDK qui va peser du coup quelques kilooctets, qui va faire juste ça. OK, mais ce SDK que je vais générer, il sera pas testé par l'équipe de Microsoft. C'est vraiment moi qui va devoir m'assurer qu'il est correct. Alors oui et non, faut savoir qu'on teste notre générateur, hein. Là je suis en train de travailler dessus plutôt aujourd'hui, là on a pas loin de 700 tests unitaires sur le générateur. Le générateur lui-même qui s'appuie sur des librairies, OpenAPI, etc., qui ont des tests unitaires aussi. Donc c'est pas comme si on livrait quelque chose qui n'était pas testé. Et puis toute la partie qui fait la sérisation, désérialisation, authentification, qui convertit les requêtes HTTP, qui lit les réponses, qui gère les erreurs potentiellement. Ça, c'est pas généré, ça.
Ça, c'est du code qui est bâti manuellement par notre équipe et qui est donc testé et auquel tu vas faire référence. Donc il faut vraiment distinguer deux parties principales. Il y a une partie core entre guillemets où c'est juste serialisation, authentification, HTTP, gestion des erreurs. Et ça c'est bâti manuellement et c'est des packages que tu utilises, dont tu vas ajouter la référence dans ton projet. Et il y a la partie vraiment générée qui est juste les modèles et comment bien bâtir une API de méthode chaînée en fonction de l'API que tu utilises derrière. Et ça, c'est généré. Ah, c'est génial, là, parce que là, on garde le cœur, oui. Puis on enlève finalement tout le gras. La partie que j'ai pas besoin, là, finalement. Ah. Puis comment on arrive à faire ça? Ah ben, c'est des bons standards à la base et des bonnes pratiques de développement. Pour les standards, comme je disais, c'est OpenAPI qui nous permet d'avoir une bonne description de l'API et de comprendre qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle retourne, tout ce genre de choses. Et pour les bonnes pratiques de développement, c'est des choses comme un bon niveau d'abstraction. Je vais en rentrer un peu dans les détails là, mais quand tu génères ton client, la seule dépendance dont tu as besoin pour compiler, pas pour exécuter le code, mais pour compiler, c'est les abstractions Kyoto. Donc on définit un nombre de concepts par rapport notamment à comment t'exécutes les requêtes, comment tu sérialises, désérialises, comment tu gères l'authentification. Tout ça c'est défini dans les abstractions, donc c'est tout un tas d'interfaces en fin de compte. Et ça, c'est la seule dépendance dont tu as besoin pour compiler ton SDK qui a été généré. Évidemment, ce SDK fera pas grand-chose. Il va falloir amener d'autres dépendances pour pouvoir vraiment rouler le code. Mais là où c'est super intéressant, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si tu veux faire des tests unitaires ou du mock ou quoi que ce soit, tu es parfaitement capable de le faire, puisque on t'a donné tout un tas d'interfaces et d'abstractions que tu peux moquer ou réimplémenter à la volée pour faire tes tests unitaires. L'autre avantage, c'est que nous, on fournit les implémentations de base pour traduire les requêtes en requêtes HTTP, gérer les erreurs, tout ce genre de choses, ou pour faire la sérialisation, désérialisation des différents formats avec différentes librairies, ou pour faire l'authentification. Mais si toi, tu as un autre scénario qui fait que tu as besoin de t'authentifier différemment. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là qui est très concret. Nous, l'implémentation de base du fournisseur d'authentification qui est défini dans nos abstractions, c'est fait avec Azure Identity. Donc c'est la même librairie que tu utilises pour les SDK Azure. Donc ça, déjà, pour les gens qui travaillent avec Azure, ça leur permet d'avoir moins de choses à apprendre. Ils ont la même expérience que ce soit avec un SDK prépackagé du graphe, les SDK Azure ou un SDK qu'ils auraient généré avec Kyoto, c'est la même expérience s'ils parlent à des API sécurisées par Microsoft. Mais si jamais ton API elle est sécurisée par autre chose, c'est l'API Twitter, c'est l'API d'autres choses qui a rien à voir, c'est une API interne qui est pas sécurisée par Azure Active Directory, tu es parfaitement capable de dire j'implémente mon fournisseur d'authentification en implémentant telle interface et j'amène ça dans le SDK que j'ai généré. Donc comme ça tu as tous les bénéfices, c'est-à-dire que tu as non seulement un SDK qui est généré pour ton API qui est super facile d'utilisation, mais tu as en plus ce SDK qui fonctionne avec le scénario qui vient de ton API en fin de compte pour l'authentification. Et ça c'est pareil pour le client HTTP et aussi pour la sérialisation des sérialisations. Si tu as besoin de supporter d'autres formats que JSON et texte, YAML, XML ou quoi que ce soit, tu es capable de l'implémenter toi-même. Ou si tu veux utiliser une autre librairie pour une raison qui te regarde, sur un des formats qu'on supporte déjà, tu es capable de le faire aussi. Puis je commence par télécharger l'outil Kyoto. Oui, la première étape que tu vas avoir, c'est d'aller sur github.com/Microsoft/Kyoto, K-I-O-T-A. Et là, tu vas pouvoir trouver le démarrage rapide qui va te dire comment est-ce que tu obtiens Kyoto, comment est-ce que tu le télécharges. Aujourd'hui, on le distribue de 4 manières différentes. Tu peux soit aller dans les releases et télécharger l'exécutable qui fonctionne, qui est cross-platform parce que c'est du .NET. Tu peux soit l'utiliser avec Docker, et ça je pense que ça va te plaire, Guy, parce que je sais que tu en parles beaucoup en ce moment. Tu peux soit l'utiliser comme tool .NET. Je pense que vous avez déjà vu ça, mais tu peux faire .NET tool install et tu peux installer des outils comme ça.
Et donc tu peux installer Kyoto de cette manière-là, ou tu pourrais très bien cloner le repo et build Kyoto toi-même et puis enfin le bâtir toi-même et puis et exécuter ça après de l'avoir compilé toi-même en utilisant le SDK.NET. Ça c'est les quatre façons dont on le distribue aujourd'hui. Et après, une fois que tu as téléchargé Kyoto, tu peux dire bon bah Kyoto et puis tu lui passes les arguments. Là, on a toute une documentation qui te permet d'explorer les arguments qui sont disponibles. Mais en gros, les arguments, c'est quel langage tu veux générer, donc du C#, du Go, du Java, du PHP, du Python, Ruby, TypeScript, une CLI ou du Swift, sachant qu'il y a des langages à différents niveaux de maturité à ce point-ci. Et ensuite, l'autre paramètre, ça va être bon bah à partir de quelle description OpenAPI tu veux générer ça. Et après, il va te demander bon bah comment tu veux nommer les choses et où est-ce que tu veux les mettre. En gros, c'est ça qu'il va te demander. Et une fois que tu as fait ça, ben tu auras ton client qui va être généré. L'étape d'après, ça va être d'ajouter les dépendances dont je parlais tout à l'heure. Et après, c'est bon, tu es capable de bâtir ton application, de commencer avec tes méthodes d'API chaînées, d'aller parler à ton API et puis d'avoir des résultats et de faire ce que tu as à faire avec ton API tout simplement. Je me demande, Vincent, le Kyoto, est-ce que ça marche juste pour le Microsoft Graph ou je pourrais utiliser ça même pour n'importe quel autre type d'API qui a une documentation OpenAPI? C'est une très bonne question et comme tu as presque répondu tout seul, en fait, dès lors que tu as une API REST qui a une description OpenAPI, tu es capable d'utiliser Kyoto avec ça. On l'a bâti d'une manière que ça résout notre problème à nous en interne, mais on l'a bâti d'une manière aussi que ça peut être utilisé pour n'importe quelle autre API qui, encore une fois, est une API REST et qui a une description OpenAPI de disponible. Et puis aussi, il faut que tu utilises un des langages qui est supporté ou que tu aies le courage d'aller ajouter un autre langage dans le générateur. Mais du moment que tu as ces deux éléments-là principaux, tu es capable d'utiliser Kyoto. Et ce qui est génial, c'est que vu que le graphe de Microsoft là, il est super complexe puis super interrelié, c'est-à-dire que vous avez quasiment le scénario le plus complexe qui, bon, je dirais pas qui pourrait exister, mais un des scénarios les plus complexes, de sorte que la plupart des autres API, ben ça devrait passer sans trop de problèmes. Oui, alors on fait aussi des tests avec d'autres API. On a notamment des tests qui sont faits avec GitHub et d'autres API notamment qu'on a dans nos jeux de test et qu'on utilise pour tester. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'architecte qui travaille avec moi sur ce projet-là, qui s'appelle Darrell Miller, qui est à Montréal, qui est ah non, il est peut-être pas passé sur votre podcast, mais je pense que vous le connaissez tous les deux. Oui, on le connaît très bien, mais effectivement, à plusieurs reprises, on a essayé de l'avoir comme invité, mais pour différentes raisons, ça n'a jamais marché. Non, je comprends. Et c'est un des membres fondateurs d'OpenAPI aussi. Donc, il y a plein de choses dans la spécification où, tu sais, si tu connais pas très bien la spécification, tu pourrais passer à côté ou mal comprendre ce que la spécification elle dit. Et j'ai à chaque fois Darrell pour vérifier que j'ai bien fait du bon travail et qui me dit oui, ça implémente bien la spec ou non, t'as oublié tel scénario. Et entre le graphe qui est très large, qui nous expose à plein de scénarios, d'autres API qu'on sait qui sont bâtis, qui sont en fait même pas bâtis, qui sont définis de manière différente ou qui ont des approches différentes à certains types de problèmes. Et le fait d'avoir un des fondateurs d'OpenAPI avec nous sur ce projet-là, ça nous permet vraiment de passer au travers de la majorité des scénarios qui pourraient exister avec OpenAPI. Après, ceci étant dit, ça reste du code. Dès que tu écris du code, tu écris des bugs. Et on sera très content de savoir si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à aller créer des nouveaux issues sur GitHub, sur le projet Kyoto. On sera très content de venir vous aider et de comprendre quels sont vos scénarios. Mais Kyoto, c'est aussi un projet open source. Oui. Est-ce que vous acceptez des contributions externes dans le projet pour à ce jour? Oui, en fait, on en a déjà accepté plusieurs. Je n'ai pas le compte exact là tout de suite, là, mais on a déjà des gens qui font des contributions à Kyoto, que ce soit en termes de correction de bugs ou en termes de fonctionnalités, d'ajout de fonctionnalités. Je te dirais que
Pour l'instant, la majeure partie du code vient de mon équipe, mais on a quand même des gens qui contribuent déjà et on est très content d'avoir des gens qui contribuent. Et encore une fois, hein, on peut contribuer de plusieurs manières, hein, que ce soit la documentation, que ce soit rapporter des problèmes, ou que ce soit même changer du code et amener des pull requests pour amener des nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bugs. On est très content quand les gens viennent contribuer. Donc vous serez les bienvenus, n'hésitez pas à venir contribuer. Puis dans votre équipe, est-ce que vous êtes êtes-vous avec un modèle Scrum ou est-ce que vous faites des sprints sur une certaine durée ou vous êtes plus dans un modèle Kanban où vous tirez vers vous des nouvelles stories au fur et à mesure où vous avancez ou Je te dirais un peu des deux. Tout à l'heure, au début, on parlait du travail à distance et et de comment ça va évoluer. Un des aspects de mon équipe, c'est qu'on est à peu près 35, 37, si je me dis pas de bêtises, de développeurs. Puis après, on est mappé avec des programme managers, des architectes et un autre tas de monde qui gravite autour de nous. Mais on a un tiers de l'équipe qui est à Redmond, 2 tiers qui est au Kenya et moi je suis le seul développeur qui suis à Montréal pour l'instant et donc ça vous pouvez imaginer que ça amène des défis non seulement en termes de décalage horaire mais en termes de culture de travail et d'autres affaires. Et donc la manière dont on travaille nous aujourd'hui, c'est un peu un mix entre Kanban et Scrum, c'est un Can Scrum, je dirais, où on a effectivement un board sur lequel on a nos, en fait c'est les issues GitHub directement, on n'utilise pas d'autre chose, qu'on fait avancer sur le board. Et puis on a par projet ou par langage, on a généralement un point d'une demi-heure par semaine, toutes les semaines qui arrivent entre le programme manager, l'architecte et les développeurs de ce langage-là ou de ce projet-là. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Puis je ne sais pas si c'est une information confidentielle, mais vous commencez à travailler même avec les nouvelles fonctionnalités qu'on veut rajouter dans GitHub reliées avec justement les qui sont des tâches, je pense. Les nouveaux projets, ouais, avec les nouveaux projets, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Oui, alors c'est marrant que t'en parles parce qu'en fait, historiquement, on a bougé entre plusieurs outils. On a bougé entre Azure DevOps au départ parce que beaucoup des équipes de Microsoft qui travaillent sur des API en interne ou des choses qui vivent que chez Microsoft vivent dans Azure DevOps. Et puis après, on a bougé sur GitHub pour la gestion du travail, mais dans les anciens projets, ce qui amenait pas mal de limitations. Notamment le fait que tu pouvais pas avoir de champ personnalisé, notamment le fait que tu pouvais pas avoir des projets qui étaient au travers de plusieurs organisations à la fois, ou qui avaient des issues qui venaient de plusieurs organisations à la fois, etc., etc. Et les nouveaux projets qui sont, je pense, ça doit bien faire 6 mois, peut-être même 1 an maintenant, qui sont sortis en preview, je pense, nous amènent beaucoup plus de liberté et ça fonctionne beaucoup plus pour nous. Je te dirais qu'on est encore en train d'apprendre et puis que le produit en tant que tel a besoin d'évoluer, d'avoir un peu plus de maturité, mais nous ça nous a amené nos champs personnalisés, ça nous a amené la collaboration au travers de plusieurs organisations et on est vraiment content d'utiliser ça, quoi. Mais oui, c'est ce qu'on utilise. Puis aujourd'hui t'as un rôle de développeur, mais tu parlais que dans ton équipe il y a aussi des architectes, des managers. Ta première expérience chez Microsoft quand tu as joint, t'étais pas dans un rôle de développeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, en même temps donner un peu de portrait de quels sont les différents rôles qu'on trouve dans une équipe chez Microsoft? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis rentré en tant que programme manager, gestionnaire de programme, j'imagine en bon français. Et pour moi, c'était une expérience. D'un point de vue carrière, j'ai toujours été développeur d'expérience et de cœur, je te dirais. Et en fait, j'ai voulu m'essayer en disant je vais rentrer comme programme manager dans le graph et pour voir qu'est-ce que c'est comme travail, comme rôle et est-ce que ça me plaît ou pas, est-ce que je veux continuer dans cette direction. Est-ce que pour le bénéfice de nos auditeurs, programme manager, peut-être ça leur dit pas grand-chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gestionnaire? Mais non, plus un gestionnaire de produits, un peu comme un PO dans une équipe Scrum ou c'est trop réducteur représenté comme ça? En fait, le rôle de programme manager chez Microsoft, c'est un peu comme une licorne. Il y a pas beaucoup de compagnies qui l'ont tel que c'est chez Microsoft. Et c'est un rôle qui est assez intense par nature parce que
tu es à la fois le product owner, donc tu parles à tes clients, tu définis tes fonctionnalités, tu aides l'équipe à amener ses fonctionnalités en livraison, etc. Mais tu es à la fois un peu comme un manager sans être le boss du monde, et tu es à la fois aussi en coordination avec le marketing, et tu es à la fois avec le support, et etc., etc. Donc t'es un peu comme le catalyseur du produit, et tout passe par toi et ça demande beaucoup de communication, on va le dire. T'es vraiment comme dans un rôle de champion de produit. C'est ça, voilà. Et que ce soit d'un champion d'un point de vue business ou d'un champion d'un point de vue technique ou d'un champion d'un point de vue organisationnel, c'est un peu sur plusieurs aspects à la fois, ouais, effectivement. Donc, t'as commencé dans ce rôle-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de changer ou alors je pense que j'avais des attentes un peu différentes de la réalité du terrain. Je pensais que ça serait plus, pour moi dans ma tête, c'était plus centré sur la partie business, genre bâtir ton produit, comprendre le besoin, bâtir ton produit et l'amener, et d'un rôle d'architecte, parce que là on parlait d'un rôle de programme manager pour une API, donc forcément il faut avoir des compétences techniques. Et en fait, je pensais que ça serait quasiment que ça. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas que ça. En fait, il y a tous les autres volets dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Et pour moi, ça me convenait moins parce que, mais encore une fois, c'est pour ma personnalité à moi. Je veux pas décourager le monde d'aller essayer le rôle de programme manager. C'est un rôle qui est super intéressant, sur lequel on peut avoir un impact qui est très large. C'est-à-dire que en tant que développeur, tu peux écrire tant de lignes de code par jour. Mais en tant que programme manager, qui a une équipe de développeurs, les idées que tu as, c'est tant de lignes de code par jour fois le nombre de développeurs qui sont sur ton produit. Donc tu peux en avoir un impact qui est beaucoup plus large. Par contre, ce que ça demande du coup, c'est que tu écrives plus le code et tu te concentres sur la coordination, sur la vision du produit, un peu sur l'architecture, sur le support et tout ce genre de choses. Et donc ça veut dire que tu écris plus le code. Donc moi, c'est un des points qui me convenait le moins. En fait, je me suis vraiment rendu compte que si j'écrivais pas du code tous les jours, j'étais pas heureux. Et aussi, je me suis vraiment rendu compte que passer 4, 5, 6 heures par jour en réunion, parce que le rôle de programme manager est beaucoup plus intense en termes de réunion, c'est aussi quelque chose qui me convenait moins en termes de personnalité. Moi, j'aime bien être dans mon coin en train de me concentrer sur mes affaires et d'avancer sur mes affaires à mon rythme, plutôt que d'être tout le temps en train de sauter d'une réunion à l'autre et en train de répondre à des courriels en même temps, etc. Encore une fois, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein. Je dis simplement que moi, pour ma personnalité, ça me convient mieux d'être un développeur. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça ennuyeux d'être assis en train de se concentrer sur un problème pendant longtemps et qui préfèrent justement être plus interactif, parler du monde et avoir un quotidien qui est plus interactif avec plus de monde, quoi, grosso modo. Ce qui est génial, c'est que t'as testé, t'as essayé, puis tu t'es aperçu que moi, c'est moins mon bag, là, j'aime moins ça, puis si t'as pu continuer aussi. Oui, c'est ce qui est super intéressant chez Microsoft, c'est que ils vont tout faire pour rendre les gens heureux là où heureux au travail, qu'ils soient dans ce poste-là ou dans un autre poste ou quoi que ce soit. Et c'est un des intérêts d'une grande entreprise ou de Microsoft spécifiquement, c'est que il laisse la chance aux gens d'essayer des choses. Parce que moi, c'était clairement entendu quand je suis rentré chez Microsoft que je m'essayais en tant que programme manager, que ça allait peut-être me plaire, pas me plaire, que ça allait peut-être marcher, pas marcher, et qu'il faudrait trouver une solution au bout de quelques temps pour voir est-ce que je continue, est-ce qu'on ajuste, ou est-ce qu'on change carrément de type de poste. Et Microsoft a été parfaitement ouvert là-dessus. Ils ont parfaitement dit oui, essaye-le, puis si ça marche et que ça te plaît, tant mieux. Si ça marche pas ou que ça te plaît pas, on reverra dans ce moment-là, quoi. Et c'était pas en mode non, mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on te sacre et puis on prend quelqu'un d'autre à la place, quoi. Et ça, j'ai vraiment apprécié cette mentalité-là chez Microsoft. Puis les compagnies ont plus le choix là présentement avec la crise là du manque de ressources sur le marché. Ils veulent garder les gens dans l'entreprise qui quitte à leur faire essayer quelque chose, ça fonctionne pas, tu essaies un autre rôle jusqu'à temps que tu trouves chaussure à ton pied, là, finalement. Oui, exactement. À un moment donné, quand tu as des talents, c'est toujours pareil, il faut donner les chances aux gens de s'épanouir. Donc pour ça, il faut leur donner la chance de s'essayer sur des nouvelles affaires, il faut leur donner des opportunités de croissance et de changement de carrière.
Et je pense, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que les entreprises qui ne font pas ça aujourd'hui vont passer à côté de tout un tas de talents qui vont aller travailler ailleurs ou vont perdre des gens à cause de ça. Et et je pense que c'est crucial. Et si vous voulez, là je vais faire un shameless plug, mais si vous voulez lire un peu plus à propos de mon expérience en tant que programme manager et la différence avec mon expérience de développeur, sur mon blog j'avais fait un article à l'époque, et je pense qu'on pourra les mettre dans les notes. Dans les notes, si ça vous dérange Tu pas. nous faudra le lien, on le mettra nous dans la page directement. Ouais. Un peu plus tôt, tu parlais justement que vous avez des jeux de test pour tester. Est-ce que c'est dans un rôle de développeur que tu vas faire les tests, ou il existe vraiment un chapeau testeur dans ton équipe? C'est drôle comme question. C'est plusieurs fois que j'entends cette question. Je pense que chez Microsoft, il fut un temps, ils devaient séparer les développeurs et les testeurs. Maintenant, en tant que développeur chez Microsoft, tu es responsable de ta fonctionnalité ou de ton code. C'est-à-dire que tu es responsable pour jusqu'à un certain niveau de complexité pour définir et concevoir l'architecture, etc. Bon, évidemment, il y a rien qui t'empêche aussi de discuter avec d'autres développeurs et d'avoir d'autres avis. Mais après, tu es responsable pour écrire ton code et pour l'avancement de ça. Et puis aussi, tu es responsable pour la qualité de ce code, que ce soit en termes de tests, que ce soit en termes d'observabilité de télémétrie ou d'autres affaires comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, parce que avant, quand je travaillais dans une compagnie de consultation, généralement l'analyse et la conception on a laissé à un architecte, et puis le test on l'a laissé aux analystes d'affaires, parce qu'en fait c'est eux qui avaient qui avaient fait l'analyse d'affaires et du besoin, et que de toute façon parlaient au client, donc c'était eux qui refaisaient les tests à la main, etc. Pour la consultation à l'époque. Et de fait d'avoir cette ensemble de compétences complets que je dois assumer, je trouve ça super intéressant. Et puis t'as tes notions de je suis responsable, quoi. C'est à moi de livrer ça avec la qualité qui va avec, quoi, tout simplement. Mais est-ce que ça veut dire qu'à l'occasion, parce que tu sais, je peux comprendre que pour les parties plus tests unitaires, ou si c'est des composantes web, ou en tout cas dans un API, pour un API, ils ont des tests à construire, puis ça ferait partie de l'issue, ou en tout cas de la story. Mais est-ce que des fois, tu dois même créer parce que tu sais, il y a tout ce qui est un peu comme les end-to-end tests, c'est-à-dire les tests qui sont plus d'envergure, qui représentent plus un scénario d'affaires. Ça, tu vas t'en faire un issue pour ce test-là spécifique? Ouais, alors en fait, je dirais qu'on a plusieurs niveaux de tests. On a des tests effectivement unitaires, là c'est le développeur quand il travaille sur sa fonctionnalité, il ou elle. On a des tests d'intégration, ça sont des batteries de tests sur lesquelles on se met d'accord, et on se met d'accord sur le résultat que ça devrait avoir, et on les intègre dans le projet directement. Puis après on a des tests de bout à bout. On a un autre projet dont je pourrais revenir pour vous parler, qui s'appelle Raptor, qui vient prendre tous les exemples de code qu'on a dans la documentation du graphe, prendre nos SDK et compiler les exemples de code contre le SDK et l'exécuter pour savoir si l'API est bien définie, la documentation est correcte, le SDK est correct et que tout s'exécute correctement. C'est un autre projet. Incroyable. Oui. C'est un gros projet. Je pourrais vous en parler en détail dans une autre fois si vous souhaitez, si ça vous intéresse. Mais là, c'est vraiment du test bout à bout. Et pour ça, on a une équipe dédiée notamment. Une partie de mon équipe fait ça justement, de s'assurer que ils sont capables d'absorber tous les exemples de code, d'aller chercher les SDK, de compiler, de produire des dashboards, parce qu'en fait, on parle de dizaines de milliers de tests qu'on exécute chaque semaine. Et de faire des rapports par rapport à ça pour savoir cette semaine avec les nouvelles API qui sont sorties, à quel degré de qualité on est avec les SDK qu'on a fournis et les exemples de code, quoi. À ce moment-là, est-ce que par exemple le bout de code que tu viens d'ajouter, est-ce qu'il passe tous les tests sur Raptor, est-ce que ça fait partie comme des conditions de succès avant de dire OK, on peut pas accepter le PR tant que ça aussi ça n'allait pas passer, ou? Oui et non, on le fait à posteriori en fait, on le fait pas pour le bout à bout en fait. Pour les tests unitaires, les tests d'intégration, oui, si ces tests-là passent pas, ou s'il y a un coverage qui est trop bas, on merge pas le code et puis ça s'arrête là. Mais par contre, pour le test bout à bout dont je te parlais, vu que c'est pas nous qui contrôlons tous les morceaux,
La documentation, il y a une équipe de documentation. Eux, pour avoir les exemples d'appels sur l'API, ils travaillent avec les équipes produits des différents produits qui sont dans le graphe. Ces équipes produits, elles livrent les API à une vitesse plus ou moins variée. Nous, on génère des SDK pour partir de ces nouvelles API toutes les semaines. Donc, tu sais, il y a beaucoup de morceaux qui bougent à différentes vitesses. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on fait plutôt sur une cadence. En fait, on a un Raptor qui génère ses rapports toutes les semaines après qu'on ait généré les nouveaux SDK. Et ça nous permet d'avoir un trend, quoi, grosso modo. Mais je suis très curieux. C'est-à-dire que les rapports générés par Raptor, à un moment donné, ils vont dire, OK, on a une défaillance à tel endroit, ça, on a une failure, on a un bris. Comment se retrouve, parce que là, ce bris-là, faut. Mais là, ce qui est génial, Mario, c'est que toute la documentation est dans GitHub, fait que ça serait facile de faire de faire un changement directement dans la page où se trouve le bout de code qui fonctionne. Des fois, c'est pas le bout de code qui fonctionne pas, c'est l'implémentation qui fonctionne pas. Donc là, ça veut dire qu'il faut vous créer un item de travail pour dire, hop, faut faire un correctif, là. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a, quand un test d'un Raptor ne passe pas, ça peut être pour tout un tas de raisons. Ça peut être parce que notre générateur de code fait pas la chose correctement. Ça peut être parce que les métadonnées de l'API, la description de l'API est pas correcte, enfin elle décrit pas les choses telles qu'elle devrait les décrire. Et donc du coup le générateur génère les mauvaises choses. Ça peut être parce que l'exemple d'appel HTTP dans la documentation, il est pas bon, ou il est plus bon, ou il est invalide. Ça peut être parce que l'API a changé, ou parce que l'API a pas le comportement qui est souhaité. Et donc en fait l'équipe qui gère Raptor, eux, leur rôle, c'est non seulement d'avoir l'engin qui tourne, qui fait les tests, mais aussi de faire une première investigation pour savoir à qui aller parler pour résoudre le problème. Et puis après là, ils pitchent ça à l'équipe en question et l'équipe. Donc l'équipe Raptor, quand ils viennent te voir, à la base, des gens pouvaient voir ça un peu négativement, en disant, oh, ça vient de me dire que j'ai des problèmes, mais de l'autre côté, ils devraient le voir positivement, en disant, oh, ils vont me faire découvrir quelque chose. Ah oui, non, c'est super positif. Si on revient à Kyoto, quand on a livré en fin d'année dernière le SDK en Go, faut bien comprendre qu'on a livré un SDK avec quelque chose comme 1200 modèles, des dizaines de milliers de méthodes, et tout un tas d'autres affaires. Et c'est impossible pour moi de tester manuellement, même si je m'écris sur un bout de papier tous ces cas-là ou tous ces scénarios-là qui peuvent arriver, j'aurais déjà des centaines de tests à faire, tu vois. Et en fait, ce qui était beaucoup plus facile pour nous pour s'assurer qu'on livre de la qualité, c'est-à-dire voilà, on va faire Raptor pour Go et qu'on a maintenant qu'on est en train de déployer. Et Raptor nous sort des métriques en nous disant, je vous sors des chiffres au hasard, hein, je les ai plus en tête, hein, venez pas me citer, hein, mais mettons, Raptor nous dit, pour Go, il y a que 70% des tests qui passent. Donc c'est quoi le problème? C'est on génère mal nos snippets de code qu'on a dans la documentation, ou alors est-ce que c'est le SDK qui est pas correct, ou est-ce que c'est le générateur? Et en fait c'était un peu de tout en fait la réponse. C'était qu'il y avait des affaires pour les snippets, des affaires pour Kyoto, des affaires pour la description, etc. Et l'équipe investigue ça, essaie d'agréger les erreurs par pattern ou par chose qui a l'air d'être pas correcte mais qui est en commun par rapport à un groupe de tests, et nous fait des rapports par rapport à ça. Et donc après nous ils reviennent et ils me sont revenus sur Kyoto, on a fait des fixes qui non seulement bénéficient le SDK en Go mais qui bénéficient tout le monde qui générerait soit des SDK Go, soit des SDK de n'importe quelle langue en fin de compte, quoi, pour n'importe quel langage. Et c'est venu aussi bénéficier les équipes produits et tout un tas de monde, quoi. Donc ça c'est super. En tant que développeur, ça c'est une super expérience d'avoir la grosse machine Microsoft avec des équipes dédiées à la qualité qui font ce genre d'efforts, quoi. Parce que manuellement, c'est une tâche qui est impossible, là. Tu peux pas y arriver, là, tester tous ces centaines, en fait, des milliers de méthodes. C'est ça. Manuellement, il nous faudrait des milliers de développeurs, et quand t'as des milliers de développeurs, le problème c'est qu'ils feront pas forcément tous des choses de la même manière. Et donc, tu auras forcément des différences. Et donc, c'est pour ça que nous, on est obligé d'un bord de générer notre code et de l'autre bord de générer nos tests unitaires, enfin nos tests de bout à bout, et de voir si tout s'enligne à la fin et d'y aller par pattern et automatisation plutôt que de faire ça manuellement, quoi.
C'est ça. Fait que l'automatisation permet d'éliminer tous les cas qui ça va bien là, puis de garder seulement les cas où il y a des ajustements à faire. Mm-hmm. Puis j'ai entendu parler dernièrement d'une librairie de tests que Microsoft, c'est un projet open source qui s'appelle Playwright. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est quelque chose que vous utilisez aussi de votre côté ou pas du tout. Non, c'est pas un fois que j'en entends parler. Je m'entends OK. parler. Donc, ben, il y a tellement de projets open source chez Microsoft. À un moment donné, c'est pas évident de... Juste dans ton équipe, là, ce que je comprends, c'est que là, on parle aujourd'hui de Kyoto, mais tu sais, t'as d'autres produits, là. Oui. Alors, on a pour mettre la boucle de bout en bout, en fait, mon équipe, elle a la librairie OpenAPI.net qui parse les OpenAPI descriptions et qui te représente ça dans un modèle objet.net qu'on utilise évidemment dans Kyoto. La librairie OpenAPI.net.OData qui convertit la description d'une API CSDL OData vers une description d'API OpenAPI. Mon équipe, elle a aussi un nouveau outil dont j'ai peu parlé qui s'appelle HIDI, H-I-D-I, qui te permet de faire de la validation de description OpenAPI, de la conversion d'un format vers l'autre, et aussi du découpage d'OpenAPI. Donc c'est avec cet outil-là HIDI que tu vas pouvoir dire j'ai une grosse description qui fait 50 MB et je veux juste ces 10 endpoints, donc génère-moi une description à partir de cette description source là, juste avec ces 10 endpoints là, parce que c'est ceux qui m'intéressent et le reste j'ai pas intérêt avec ça. Mais on va revenir à ta liste parce que là j'ai une question qui me brûle la langue et est-ce que vous avez pensé aussi à utiliser de l'intelligence artificielle avec GPT-3 pour être capable par exemple de valider que les descriptions OpenAPI étaient c'est-à-dire éduquer des modèles neuronaux avec justement des descriptions. Vous en avez un paquet en plus là, pour dire bon ben là on va rendre une forme d'intelligence qui va pouvoir nous dire cette description là elle marche ou elle marche pas ou c'est-à-dire est-ce que ça pourrait être un chemin possible ou je suis en train de divaguer complètement. Alors pour la validation juste de description OpenAPI ça a peu d'intérêt. Par contre pour écrire du code à ta place, pour appeler une API, ça pourrait avoir l'intérêt. Surtout si tu as normalisé la manière dont tu génères ton code avec un générateur que tu connais. Et je vais pas m'exprimer plus que ça sur ce sujet-là. On en reparlera dans quelques mois. Je teste aujourd'hui GitHub Copilot et je suis toujours... Je suis complètement... On a fait une émission là-dessus l'été dernier et si les auditeurs qui ont pas la chance d'écouter cette émission-là, retournez écouter ça. C'est fabuleux, hein, je vous le dis. On tombe sur le derrière. Par exemple, moi, tu vois, j'ai eu besoin d'écrire plusieurs fois des choses pour nos librairies core là qui font la sérialisation de la sérialisation, l'HTTP et l'authentification dans Kyoto. Donc ces librairies on les a pour chacun des langages évidemment. Donc j'ai écrit du code moi-même plusieurs fois dans C#, Java, TypeScript, Go et j'en oublie un mais c'est pas grave. Et en fait moi là où j'étais super étonné c'est que Copilot il est tellement bon que quand j'écrivais le même code une fois en Go, puis après je passais à Java pour faire la même affaire en Java, en fait, il m'écrivait quasiment tout le Java à ma place, quoi. Parce qu'il savait déjà qu'avec les noms des classes, avec les noms des affaires et le fait qu'il sait sur quoi je travaille, parce que de toute façon, il voit passer toutes mes pull requests, il voit mes repos, etc. Il comprenait qu'en fait, je voulais écrire exactement le même code, mais en Java, et il me traduisait mon code à, je dirais, 80-90% de précision, quoi. La semaine dernière, j'ai vécu un peu la même chose. Je divisais une composante en 3 sous-composantes, mais c'était comme toujours la même recette. La première fois, mais la deuxième, il m'arrivait en me disant, c'est ça que tu veux faire. Puis là, j'étais comme, mais comment il sait? Et là, tu fais juste tab, puis tu t'acceptes. Et là, quand je suis arrivé à la troisième, il m'a demandé d'en faire encore plus. Il dit, c'est ça que tu veux faire. Mais là, il est en train de me faire que... Et là, j'étais comme, voyons donc. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est toujours en train d'utiliser des patterns à quelque part. Donc, lui, il reconnaît notre pattern et il dit, tu fais ça, je vais te l'offrir. C'est comme... Et moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui capotent disant, oui, tous les développeurs vont perdre leur travail, blablabla. Moi, je le vois plus comme l'autocomplétion sur stéroïde, pour l'instant. Ça va pas écrire tout ton code, c'est pas, tu vas pas te mettre à parler à ton ordinateur, il va écrire le code
parfaitement pour toi. Non, mais ça permet, toi en tant que développeur, d'être beaucoup plus productif, et moi c'est pour ça que j'utilise, je trouve ça me fait gagner du temps, simplement. Mais je trouve ça un peu, cette analogie-là, je trouve était un peu simpliste. C'est comme si on disait, quand est apparu les calculateurs, les premiers calculateurs numériques là, des années 70, les fameuses calculatrices HP qui utilisaient la notation polonaise inversée. C'est comme si on disait à ce moment-là, ah oui, mais les ingénieurs, ils seront plus capables de faire de calculs ou de, tu sais, non, ça doit juste aider à simplifier. C'est la même chose pour l'ordinateur. C'est pas parce qu'on est des ordinateurs. Les pilotes d'avion avec les systèmes d'autopilotage, ils savent parfaitement faire voler leur avion. C'est juste que eux, ça leur fait moins de fatigue et moins de travail, le fait d'avoir tous ces systèmes embarqués qui leur permettent de... Moi, là, j'utilise encore ma règle de calcul là, pour faire... je pense pas que je saurais me servir d'une règle de calcul, par exemple, tu vois. Moi non plus, clairement. Donc, Vincent, tout à l'heure, je t'ai interrompu quand tu faisais ta liste de tes produits. Est-ce qu'on peut... Là, je voudrais te redonner la main pour que tu puisses au moins finir la liste de tes produits. Oui. Donc pour la liste, donc on a parlé de des librairies en question pour OpenAPI, .NET.Data. On a parlé de Hidi qui fait de la conversion, de la validation et du découpage de description OpenAPI. Et on a Kyota évidemment dont on a parlé, qui fait tout ce qui est génération de SDK, génération de clients. Et en plus de ça, on a le Graph Explorer qui permet d'explorer l'API du graphe. Et on a Raptor qui fait, mais ça c'est plus un outil interne pour nous, qui fait la validation de bout en bout. Et c'est comme ça que nous, en fait, on s'assure de livrer une expérience aux gens qui permet de découvrir l'API à partir de Graph Explorer. Après, d'exporter une collection Postman, s'ils veulent, pour dire, bon, moi, j'ai besoin de ces endpoints-là et pas du reste, que je viens d'expérimenter avec dans Graph Explorer. Avec cette collection Postman, de la donner à Hidi pour générer une description OpenAPI qui est plus petite et qui contient uniquement ce dont ils ont besoin. Et à partir de ça, le donner à Kyota pour avoir leur SDK directement. Si vous voulez en savoir plus sur ce flux au complet et le voir démontré plutôt que décrit, parce que c'est peut-être pas forcément de comprendre ce que je dis de manière audio simplement. Il y a des sessions à la build qui ont été publiées la semaine dernière. Et je vais donner les liens à Mario et à Guy pour que ça soit inclus dans les notes. Et comme ça, vous pourrez voir l'expérience de bout à bout. J'explore, je génère ma collection Postman, je génère ma description OpenAPI, je génère mon SDK. Et comme ça, j'ai un SDK qui a toute la qualité du SDK prépackagé, mais avec juste les affaires qui m'intéressent. Et encore une fois, Kyota, vous pouvez utiliser sur votre API aussi. Vous aurez les mêmes gages de qualité pour une API qui est pas le graphe, qui est autre chose. N'importe quelle autre API reste du moment qu'elle a une description OpenAPI. Ben, Vincent, merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs ont apprécié. En terminant, est-ce que, bon, je pense qu'on peut terminer en recommandant à nos auditeurs parce que c'était la build, la conférence build il y a maintenant 6-7 jours. Donc, outre tes sessions que vous avez présentées, est-ce qu'il y a une autre session que tu recommanderais à nos auditeurs d'aller écouter ou quelque chose que tu dis, ça, là, manquez pas ça, il y avait quelque chose à voir à la conférence build? Alors si vous parlez du graphe, il y a aussi des sessions sur le graphe spécifiquement qu'il faut aller voir. Mais si on veut parler d'autres choses que moi m'ont fait triper, j'ai bien aimé la session sur le C# 11 avec Mads qui expliquait les nouveautés qui s'en viennent pour C# 11. Et puis c'est pas mal ça. Il y avait .NET 7 aussi qui parlait un petit peu. Ces deux sessions-là m'ont bien fait triper. Ouais. Si vous voulez aller faire un tour là, ça peut être sympa. Puis c'est des sessions qui sont courtes en plus, c'est 20 minutes de session. Vous embarquez pas pour 1 heure ou 1 heure et demie de session comme c'était dans le temps, quoi. Effectivement. Donc, mais c'est toujours intéressant aussi de suivre l'évolution de C#. Parce que, bon, ça montre quand même aussi les avancées, ou en tout cas l'état de l'art actuel dans l'évolution des langages informatiques, ce qui est pas banal. Vincent, on te remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on les revoit le mois prochain. Donc, à la prochaine. Bientôt. Bye bye. Au revoir. Visual Studio Talk Show.